Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. J'espère que tout le monde voit mon écran, que c'est bon. Donc, ce webinaire va traiter des nouvelles règles professionnelles de la construction en chanvre. Il est organisé par Ecopolis avec Construire en chanvre. Je vais faire un petit récap rapidement de ce qu'est Ecopolis. Donc, Ecopolis, on a un pôle de ressources francilien pour le bâtiment et l'aménagement durable. Notre mission, c'est vraiment d'accélérer la mise en œuvre de pratiques durables chez les professionnels du bâtiment et de l'aménagement en France. On a quatre grandes missions. Une mission d'animation, donc on organise un ensemble d'événements, de rencontres, de visites d'opérations, de chantiers. On a un rôle d'information avec le site Ecopolis. Vous pouvez retrouver un ensemble de ressources sur notre site internet qui porte sur le bâtiment et l'aménagement durable. On est aussi un organisme de formation, donc on organise un ensemble de formations sur le bâtiment durable en Île-de-France. On a aussi un rôle d'accompagnateur avec différentes démarches, dont la démarche quartier durable francilien et la démarche bâtiment durable francilien, ainsi que la démarche écrin qui porte sur la qualité de l'air intérieur. Aujourd'hui, on a à peu près 250 structures adhérentes, une vingtaine de collaborateurs et 14 000 professionnels engagés. On fait partie du réseau bâtiment durable. Donc en fait, nous, on est le maillon francilien, mais vous pouvez retrouver des homologues partout en France, selon les régions. On a quatre, euh, on a quatre grandes thématiques actuellement traitées par différents collègues. J'ai deux collègues qui travaillent sur l'économie circulaire et notamment le réemploi. J'ai ma collègue Myriam Ferrier qui travaille sur la rénovation. On a aussi toute une partie sur l'urbanisme et la santé. Et moi, je travaille sur la partie biosourcée en Île-de-France. Donc, je travaille sur un programme d'action qui est soutenu par la région Île-de-France, qui porte sur la filière paille et chanvre. Donc, sur notre site internet, vous avez toute une partie dédiée aux biosourcés. Donc, on organise un ensemble d'événements tout au long de l'année. Ça peut être des visites, des conférences comme aujourd'hui, des webinaires. On a aussi recensé un ensemble d'opérations. Typiquement, donc, on a deux pages, une page dédiée au chanvre en Île-de-France et une page dédiée à la paille en Île-de-France. Donc, vous pouvez retrouver un ensemble d'opérations réalisées, les fondamentaux, différents systèmes constructifs, les acteurs franciliens ou nationaux sur ces filières-là, les formations proposées à ces sujets-là. Et pour aller plus loin, vous avez aussi un ensemble de ressources un peu fondamentales qui traitent, euh, qui traitent les filières paille et chanvre. Sur notre site internet, vous avez aussi une rubrique événements. Donc, c'est tous les événements qui sont par Ecopolis ou par d'autres associations ou d'autres groupes en Île-de-France qui sont organisés. On a aussi un atlas des acteurs biosourcés et géosourcés en Île-de-France. Donc cet atlas, il est en Île-de-France, mais il traite aussi d'autres acteurs au national. Et l'idée, c'est de regrouper un ensemble d'acteurs type fabricants, producteurs, associations qui travaillent sur les biosourcés. Et donc, vous avez un ensemble d'acteurs aussi, de producteurs typiquement sur le chanvre, que vous pouvez retrouver sur cette carte avec un ensemble d'acteurs. On a aussi réalisé récemment une étude Maillon qui traite sur la recherche-action des biosourcés et géosourcés sur la vallée de la Seine. Donc la vallée de la Seine, c'est la Normandie plus l'Île-de-France. Ça a été divisé en trois phases. La première phase, elle traite du sourçage. Donc on a fait un état des lieux des filières. Donc la filière bois, lin, terre crue, miscanthus, paille, chanvre, roseau, ouate de cellulose et pierre. Donc c'est une étude assez conséquente, c'est un regroupement de plusieurs entités et l'idée c'est voilà de traiter tous les maillons de la chaîne et ensuite d'analyser les leviers pour ensuite massifier en troisième partie à la phase stratégie les biosourcés. Donc n'hésitez pas à les consulter, tout est en ligne. Il y a aussi une synthèse communicante qui est disponible qui est beaucoup plus courte. Et il y a aussi oui, un replay de l'événement de restitution. Donc si vous voulez en savoir plus, tout est en ligne sur notre site internet. Dans nos prochains événements sur les biosourcés, donc la semaine prochaine, on a une visite de chantier d'un tiers-lieu en pisé préfabriqué par Thériault qui aura lieu à Marcroussy en Essonne. Ce sera lundi. Vendredi prochain, on aura une visite d'un immeuble de bureau qui a été transformé en logement, en béton de chanvre préfabriqué avec une surélévation en béton de chanvre aussi, à Montreuil. Et le 20 novembre, on aura la visite d'une rénovation d'une école par Dumont-les-Grands avec un ensemble de matériaux biosourcés à Meudon.
On est aussi, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, organisme de formation. Donc, donc on a cette formation Concevoir et construire en terre crue qui est proposée par Edifice Formation, mais en partenariat avec Ecopolis. Et elle traite voilà, de tous les sujets sur la terre crue pour monter en compétence à propos de ces sujets-là. Donc, ça peut être. Donc, ça, vous aurez aussi le lien en commentaire. Et pour finir, on va avoir aussi la formation pro-chanvre, donc celle d'octobre est déjà complète, mais on va avoir plusieurs sessions proposées en février, en mai et en septembre, il me semble. Et du coup, ces formations, elles sont organisées par Ecopolis avec Construire en chanvre. Donc, n'hésitez pas à consulter sur le site internet, il y a toutes les informations sur la pro-chanvre. Il y a aussi ma collègue Aïssatou et Brigitte Fernandez qui pourront aussi vous aider si vous avez des questions à propos de cette formation. C'est à Paris, dans le 18e, au sein de nos locaux chez Ecopolis. Et maintenant, je vais passer la parole à Quentin Pichon. Ok, eh ben bonjour à tous. Donc Quentin Pichon, je ne sais pas combien de personnes sont présentes, comme je suis connecté un petit peu en retard, je ne sais pas non plus exactement quels sont les profils, si c'est plutôt maîtrise d'œuvre, architecture, prescription ou artisan, mais j'imagine qu'il y a un petit peu de tout et plutôt de la prescription, je pense. Et tu me confirmes? Ok. Donc là, ce que Ecopolis m'a demandé, c'était de vous faire une présentation avec plutôt ma casquette filière chambre, construire en chambre, de différents éléments qui touchent les dernières règles professionnelles dans leur version 3. Donc que je vais détailler un peu après. Et également de voir un petit peu leur application sur des exemples concrets, comme la photo qu'on voit en fond d'écran là sur cette présentation, où là on est sur un des premiers projets avec une façade type FOB, façade ossature bois préfabriquée, intégrant du béton de chanvre. Et puis après, je terminerai pour aller un peu plus loin sur vous présenter un peu les travaux de R&D, parce que c'est bien beau d'avoir sorti les règles pro, mais en fait il y a énormément, enfin il y a plein de chantiers normatifs et réglementaires qui sont encore à travailler au sein de la filière, et puis avec les différents partenaires de construire en chambre. Donc, je finirai sur deux, trois focus de points importants. J'essaierai de terminer quand même avant midi pour qu'on ait du temps de questions. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, très bien. Ok, super. Alors, je commence d'abord par me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Quentin, enchanté. J'ai un profil ingé archi. Je suis associé d'une agence d'archi. Je pense comme sans doute beaucoup d'entre vous. On est basé à côté de Nantes, là, dans l'ouest de la France. Et ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai la chance de bosser sur des projets en maîtrise d'ouvrage public, privé, avec appel d'offres, pas appel d'offres, peu importe, mais qui intègrent à chaque fois le plus possible de biosourcés. Alors, beaucoup de chambres, parce qu'on en a pas mal dans l'ouest et que c'est une filière qui me parle beaucoup, mais pas que. Aussi d'autres matériaux, pareil coton, watt, etc. Beaucoup la terre en ce moment. Enfin bref, pas mal de choses. À côté de ça, j'ai une autre casquette, c'est celle d'administrateur de construire en chambre. Donc c'est une association que je présenterai un petit peu après. Et là, j'ai plutôt une casquette ingénieur R&D. Donc je pilote enfin je l'ai piloté, puis je vais continuer de piloter la commission de normalisation d'écriture des règles professionnelles. Donc là, c'est plutôt le côté très prescriptif, document prescriptif lié à la construction en béton et mortier de chanvre. Et à côté de ça, j'ai encore une autre casquette. Je fais pas mal de formation et de sensibilisation. Et donc, vous avez peut-être entendu parler, on anime aussi des webinaires avec une structure qui s'appelle l'Académie des biosourcés, avec un collaborateur qui s'appelle Mathis Raget, d'Anatomie de l'Architecture, et avec qui on essaie de faire le plus de bruit possible pour que les biosourcés en fait se développent le plus possible, parce que même si on en parle beaucoup et qu'Ecopolis fait partie des interlocuteurs qui en parlent beaucoup, quand on regarde une vision plutôt macro du sujet, ça reste à peine 10% de l'isolation en France, donc c'est bien, c'est super, mais il y a 90% du reste qui est fait en minéral, en pétrochimique et du coup en très carboné, alors qu'on pourrait clairement faire autre chose avec toutes les belles filières qu'on a en France. Donc voilà pour moi. Et puis j'aime bien aussi mettre un peu la main à la pâte. Donc j'assiste des artisans quand je peux sur des plateaux de formation ou sur chantier à faire là en l'occurrence c'était du terre-plein là sur la photo de droite. Avant de démarrer dans le vif du sujet, sur la casquette plutôt académie des biosourcés, on fait un webinaire dans 2 semaines justement sur la filière chanvre. On essaie de parler de tous les biosourcés, mais si ça vous intéresse, on fera un webinaire. Alors pas comme celui-ci avec Ecopolis où là je vais vraiment me focaliser sur le côté normatif lié aux règles professionnelles. Là le prochain qu'on fait, c'est pas moi qui vais parler, c'est d'autres interlocuteurs.
de la prescription et de l'artisanat qu'on va questionner avec Mathis sur leur pratique au quotidien du béton de chanvre sur des projets de grande ampleur. Voilà, est-ce que c'était facile? Quels sont les freins rencontrés? Comment on peut anticiper les problématiques de chantier depuis la conception, etc. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez noter la date, c'est le 23 octobre à 12h15. C'est un peu le même format qu'en ce moment, mais à midi. Donc sur la pause déjeuner pendant que vous mangez sandwich ou autre. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de l'Académie des biosourcés et il y a les infos ou nous suivre sur la page LinkedIn. Hop, donc je reviens sur le vif du sujet. Alors comme je ne sais pas quels sont les niveaux de chacun, je me suis permis au début de faire des petits rappels sur ne serait-ce que c'est quoi le béton de chanvre. Alors je sais pas si Thomas, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que d'après toi tout le monde sait, a vu, connaît le matériau? Je pense que tu peux faire un petit récap quand même rapide. Ok, très bien. Donc le béton de chanvre, là je vais surtout parler de béton de chanvre hein, parce que la construction chanvre, il y a aussi les laines. Et donc on utilise la partie ligneuse, la partie fibre de la plante. Les laines, ça ressemble énormément à des laines minérales hein, dans la pose et dans leur mise en œuvre, même si on est sur un matériau qui va être biosourcé et perspirant. Mais globalement, voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire. Le béton de chanvre, là, il y a beaucoup plus de subtilité parce que c'est un matériau, on va dire, qui est beaucoup plus complet, qui vise plus de notions d'isolation et d'étanchéité dans un ouvrage. Donc c'est pour ça que je vais faire un focus plutôt là-dessus. Cette filière, ça a démarré dans les années 80, donc il y a quand même du recul. Le premier bâtiment recensé, c'est 86. Alors ça n'a rien à voir avec le béton de chanvre que vous verrez à la fin de la présentation sur les projets. C'était vraiment des premières expérimentations, mais ça montre quand même qu'il y a du recul. Et ce bâtiment, là, la maison de la Turque à Nogent-sur-Seine, elle est toujours debout. C'était une maison à pan de bois avec un remplissage. Les torchis avaient été enlevés et remplacés par du béton de chanvre. Donc ça montre quand même la pérennité du matériau et on commence à avoir quand même un recul d'une quarantaine d'années. Donc ça commence à être pas mal, quoi, 4 fois la décennale. Suite à ça, en 98, il y a eu la création d'une association. Donc l'association Construire en Chanvre, c'est elle qui porte notamment les règles professionnelles et c'est avec cette casquette-là que je suis là aujourd'hui. Et les règles professionnelles, les premières à avoir été éditées, là pour le coup c'est beaucoup plus récent, même si ça fait déjà quasiment 20 ans, c'était en 2007. Et donc c'était la genèse, c'était le démarrage pour l'assurabilité en construction chanvre. Avant ça, on était en technique dite non courante, c'est-à-dire que chacun se faisait assurer comme il pouvait, ou voire n'était pas assuré. Et comme il y avait très peu de sinistres, en général, ça se passait plutôt très bien. Il n'y avait pas trop de problématiques, car les maîtres d'œuvre, les artisans, les prescripteurs qui utilisaient et prescrivaient ce matériau-là, euh, on va dire que c'était des gens, des personnes très vigilantes de la filière, quoi. Il y avait un entre-soi, on va dire, ça n'était pas encore très répandu, donc il y avait peu de sinistralité. Après, on avance dans le temps et en 2012, il y a une nouvelle version qui sort. Là, pour le coup, plus costaud, on commence à pouvoir faire des ERP, donc des établissements qui reçoivent du public et des immeubles de deuxième famille. Donc là, c'était un gap supérieur. Et en 2024, ça va être l'objet de ce dont je vais parler aujourd'hui, nouvelle mouture des règles professionnelles. Et là, il y a un gros gap qui a été franchi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire tout type de RP dans la limite de la réglementation incendie, acoustique, etc. Et on va pouvoir commencer à atteindre la troisième famille, A ou B. Donc là, c'est plutôt du logement collectif. Et pour ceux à qui ça ne parle pas, ça veut dire qu'on va pouvoir monter jusqu'à des R+7, R+8, avec des façades bois, remplissage béton de chambre. Donc là, ça commence à être des projets assez conséquents. Pour illustrer un peu le béton de chanvre, pour ceux qui n'ont jamais vu, je vais passer une vidéo, j'espère que ça va marcher. Hop, est-ce que c'est bon pour vous? Ça a l'air de dérouler. Donc là, vous avez un exemple de projection de béton de chanvre. C'est une des mises en œuvre. Aujourd'hui, en 45 minutes, j'ai pas le temps de vous faire la formation qu'on fait en 4 jours et que Ecopolis, par exemple, peut dispenser. Mais néanmoins, ça vous donne un aperçu d'un des moyens de mise en œuvre du béton de chanvre. Donc là, on a une des machines avec un artisan qui est en train de faire un remplissage d'une ossature bois, type mob, mur ossature bois, avec un panneau de contreventement. Et donc ça, c'est une des façons de faire. L'autre façon, c'est le banchage. Ça pourrait être fait à la main. C'est beaucoup plus fastidieux, c'est beaucoup plus long. Néanmoins, c'est possible. Et une troisième façon, c'est la préfabrication, soit sous forme de blocs, soit sous forme de panneaux préfabriqués. Mais on va dire qu'aujourd'hui, le gros de la filière, c'est quand même ce qu'on voit sur cette vidéo, c'est du remplissage de murs à ossature bois avec un mélange béton de chanvre. Hop. Voilà. Alors, sur l'association Construire en Chanvre, dont j'ai parlé un peu au début, donc c'est une association un peu comme le RFCP pour la partie paille, hein, le réseau français des compagnons.
C'est une asso donc qui a été fondée en 98. Dedans sont toute la filière. Là-dessus, c'est assez unique, c'est-à-dire qu'on a la chance, moi quand je vais au conseil d'administration, à côté de moi, il y a la partie maîtrise d'œuvre, donc le collège maîtrise d'œuvre prescription, et on va aussi avoir les producteurs de liants, mais aussi les transformateurs. Donc les transformateurs, ça va être les chambrières qui sont aussi présentes. On va avoir des laboratoires comme le CSTB par exemple, qui est administrateur aussi. Donc c'est vrai que c'est assez riche. On est 16 administrateurs, plus des invités qui viennent au conseil d'administration. Donc ça donne une force et une richesse d'avoir tous les points de vue parce que quand on fait les règles pro, par exemple, les nouvelles règles professionnelles, on a besoin d'avoir un granulat. C'est pas comme un sable aujourd'hui ou un gravier ou un caillou qui sont très normalisés issus des carrières. Là, on a du végétal qui peut changer d'année en année. Donc, il y a un label, il y a un contrôle et on a besoin de faire aussi évoluer ce label en fonction du retour terrain des artisans qui le mettent en œuvre. Et donc, c'est une force d'avoir ces producteurs autour de la table pour pouvoir échanger en direct avec les archis et les artisans qui mettent en œuvre et les personnes de la R&D aussi. Donc, voilà un peu le fonctionnement et les principaux objectifs de l'asso. C'est faire de la sensibilisation de l'information comme je peux faire aujourd'hui, de la formation et aussi surtout essayer de récupérer d'aller chercher des financements pour pouvoir mener des projets de R&D avec l'ADEME, ce dont je parlerai, l'ADEME entre autres, hein, ce dont je parlerai à la fin. Donc voilà pour l'association. Et maintenant, on va arriver plus dans le vif du sujet sur les règles professionnelles, où là, vous avez en fond un projet qui a gagné, je fais une parenthèse dessus, là, qui a été lauréat au prix national de la construction chanvre l'an dernier, en 2024. C'est la médiathèque d'Amiens. Et c'est un projet assez particulier parce qu'il a brûlé lors des émeutes. Alors, je crois même qu'il a brûlé deux fois. Et donc, la maîtrise d'ouvrage et les entreprises sont venues refaire le bâtiment à neuf. Et j'en parle parce que le béton de chanvre a un comportement au feu qui est assez exceptionnel. Le fait que le granulat chanvre comporte environ 60% de silice et soit minéralisé par un liant qui peut contenir de la chaux et autres. En fait, on obtient comme une pierre de végétal, si vous voulez. Et donc là, dans ce bâtiment, en l'occurrence, le béton de chanvre, c'était hyper bien comporté, il n'avait pas bougé. Donc voilà, petite parenthèse et clin d'œil à ce projet assez emblématique et qui a quand même survécu à deux incendies. Alors, si on revient sur les règles pro, donc la genèse, je disais donc 2007, 2012, 2024, on voit qu'il y a quand même 12 ans qui se sont passés entre les deux et les trois. C'était très long. Alors, on a la chance d'organiser des commissions dans laquelle c'est pas des commissions qui sont dites type AFNOR. AFNOR, c'est l'Association française de normalisation, donc les DTU par exemple. C'est des commissions qui sont beaucoup plus rigides. Nous, dans le cadre des règles pro, c'est un cadre plus souple. Donc, on peut faire des réunions de manière plus on va dire moins protocolaire. Et donc, ça permet normalement d'aller plus vite, mais vous voyez qu'il a fallu quand même 12 ans pour sortir un nouveau document. Donc, ça reste quand même un travail assez titanesque. Ce document, vous l'aurez, alors vous pourrez prendre ma présentation, elle est interactive. Normalement, en cliquant sur les différents liens ici, vous pourrez aller le chercher directement sur le site internet de Construire en Chambre. J'en parle assez fortement de cette partie-là, c'est que la disponibilité de ce document, parce qu'à ma connaissance, et vous pourrez, je pense, le confirmer, c'est le seul document prescriptif normatif en France qui soit gratuit. C'est-à-dire que vous allez sur le site, il est gratuit, c'était la volonté de l'asso. Alors, il n'est pas très très joli, dans le sens où ça ressemble à un DTU, hein, c'est un fichier qu'on défile, il y a peu d'images, il y a peu de photos, donc type vraiment DTU. Néanmoins, il est gratuit, il n'y a pas à débourser 50, 100, 300 euros comme pour certains DTU ou à payer un abonnement. Donc ça, c'est quand même une force aussi d'avoir réussi à faire ça dans la filière, que tous les professionnels puissent en un clic pouvoir le récupérer. Et après, si vous voulez pousser un peu plus loin, avec ce lien ici, vous pouvez retrouver la publication sur le journal officiel de la C2P, la Commission Prévention Produits. Donc là, c'est le lien vers un organisme externe, l'Agence Qualité Construction, qui vous dit, en fait, qui vous stipule que les règles pro de la filière chambre sont en technique courante. Ça peut être hyper important pour vous si vous avez un blocage vis-à-vis d'un assureur ou vis-à-vis d'un organisme de bureau de contrôle. Je cite ces deux-là parce que c'est les deux cas moi que j'ai pu rencontrer où on nous a opposé sur une dommage ouvrage par exemple ou sur un RICT, un rapport initial de contrôle technique, que le béton de chambre n'était pas en technique courante, etc. Donc que les règles pro ne suffisaient pas. Bah, là, vous avez sur ce site-là de l'Agence Qualité Construction tous les éléments qui vous montrent que si, au même titre qu'un DTU ou autre, les règles pro chambre sont bien de la technique courante à partir du moment où on les respecte. Alors, les objectifs de ce nouveau document, donc ça, vous pouvez noter, ce sont les valeurs théoriques maximales, on va dire, qu'on retrouve dans le domaine d'emploi des bâtiments les plus
on va dire gros entre guillemets, que l'on puisse faire avec ces nouvelles règles pro chambre. Donc concrètement, on peut monter à 33 mètres. Donc pour la hauteur totale, alors 33 mètres, ça va pas être le dernier plancher. Le dernier plancher, il va être limité à 28 mètres. 33 mètres, ce serait la hauteur à l'égout. Mine de rien, ça permet quand même de monter jusqu'à du R+9. C'est pas rien. Aujourd'hui, à ma connaissance, le plus haut qui ait été fait, c'est en région Île-de-France sur Paris, c'est un R+8. Bon voilà, ça fait déjà des beaux bébés. Euh, voilà, ça donne déjà une latitude assez imposante en logement collectif. Le deuxième point qu'on peut regarder, donc c'est le 28 mètres. Donc là, pour le coup, c'est écrit noir sur blanc. On s'est limité, comme dans les études de la filière bois, au dernier plancher, pas plus haut que 28 mètres. Donc c'est ce qui donne après, en fonction de la hauteur de l'attique, 1,33 maximal. Ça, c'est pour tout ce qui va être immeuble type bureau, code du travail ou logement collectif. Et après, pour celles et ceux, si vous travaillez, si vous avez des agences et vous travaillez plutôt sur de l'ERP, l'établissement qui reçoit du public, aujourd'hui, avec ces nouvelles règles pro, il n'y a pas de frein à faire une première catégorie. Nous, à l'agence, par exemple, plutôt avec ma casquette prescripteur maîtrise d'œuvre, on a déjà fait plusieurs ERP troisième catégorie. Ça s'est très bien passé. Un centre commercial et l'autre, c'était des locaux sommeil abritant un hôtel, enfin un hôtel abritant des locaux à sommeil, pardon. Donc, on peut aujourd'hui faire de la deuxième, la troisième catégorie en béton de chambre sur la base de ces règles pro, à partir du moment où on respecte bah, le règlement sécurité lié à l'incendie, par exemple. Donc voilà, donc c'est quand même un sacré gap par rapport aux règles pro de 2012. Donc c'est pour ça que la formation, l'appropriation de ces règles pro, si vous avez jamais fait de béton de chambre, vous approprier ces règles pro et suivre une formation de maîtrise d'œuvre derrière, c'est quasiment indispensable. Enfin, c'est même indispensable. On va voir que c'est même en théorie obligatoire pour que vous puissiez avoir votre décennale. Mais moi, je vous le dis, c'est vraiment, si vous l'avez pas fait, il faut le faire avant de se lancer parce que même si c'est un matériau qui permet, on va dire qu'il a une certaine souplesse comme biosourcé. C'est-à-dire qu'il y a des biosourcés qui sont extrêmement sensibles à l'humidité. Le béton de chanvre, il a plutôt cette capacité à très bien réguler l'humidité, à tolérer en phase chantier une humidification. C'est le cas, hein. Moi, les chantiers que je peux suivre, celui qu'on voit en image ici, je sais pas si vous mettez la souris, l'image du milieu, c'était un des premiers projets en panneaux préfabriqués en 2017 qu'on avait fait dans l'Ouest, là, à côté de Rennes. C'est un projet, j'ai pas honte de le dire, qui a pris, c'était du préfa, ça arrivait en filière sèche. On a pris une pluie décennale, l'étanchéité n'était pas encore correctement faite en toiture. Le béton de chanvre a été rincé. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a laissé sécher et puis ça a suivi son cours et les enduits ont pu être faits et on n'a rien eu à remplacer parce que le matériau a cette tolérance qu'il peut être exposé ponctuellement aux intempéries, à une humidité forte. Néanmoins, si vous faites plonger du béton de chanvre, un pied de mur, hors règle pro, vous le faites descendre jusque dans de l'herbe, dans de la terre végétale ou autre, là vous êtes hors règle pro et pour le coup, une exposition à long terme va engendrer des dégradations qui font qu'il faudra remplacer le matériau. Néanmoins, c'est quand même un matériau assez tolérant. Et c'est pour ça qu'on a pu aussi bah, aller jusqu'au bout du domaine d'application que je vous ai mis avant, là, pour monter sur du R+9 et de l'ERP première catégorie, parce qu'il a cette tenue et cette protection qu'il apporte à l'ossature bois par rapport au feu et aussi par rapport au séchage qu'il va engendrer. Quand il s'humidifie, en fait, il va avoir une tendance à une évaporation, en fait, à un cycle de séchage, d'humidification, séchage, et il va plutôt avoir une tendance à favoriser le séchage des parois. Ces parois, aujourd'hui, dans les nouvelles règles pro, on peut faire donc des murs, donc comme ce qu'on voit sur la droite, un remplissage d'une ossature bois ou comme ce qu'on a vu sur la vidéo un peu plus tôt. Et on peut aussi faire de la cloison. Donc la cloison, moi là je prends plus ma casquette prescripteur. J'en ai rarement prescrit parce que faut être honnête, il peut y avoir d'autres matériaux. La laine de chanvre par exemple est tout à fait correcte en filière sèche, en cloisonnement. La seule fois où moi j'ai vu de la cloison en béton de chanvre sur un chantier que j'ai pu suivre, c'est parce qu'avec l'entreprise on avait décidé que comme la machine était là, c'était assez rentable d'envoyer les murs extérieurs plus le cloisonnement intérieur avec du béton de chanvre. Voilà, mais ça reste quand même plus anecdotique, la cloison, même si ça fonctionne très bien. Et enfin, vous avez le doublage, et là, c'est l'autre, on va dire, c'est 50% du marché. Le doublage, c'est quoi? C'est l'ITI, c'est une isolation thermique qu'on vient rapporter par l'intérieur. Là, pour le coup, on va être plutôt sur du bâti existant. Et là, à ma connaissance, c'est un peu la Rolls, entre guillemets, hein, des matériaux par rapport à la correction thermique ou à l'apport d'isolation sur un bâti ancien, avant 1948. À ma connaissance, à part le terre-chanvre ou du terre-paille, il y a pas mieux que ce matériau pour respecter un bâti ancien qui a des remontées capillaires, qui a une certaine porosité, une certaine inertie aussi, thermique, hydrique. À ma connaissance, il n'y a pas mieux. Donc ça, voilà, c'est les trois applications qui sont aujourd'hui visées dans les nouvelles règles pro en technique courante. Pour celles et ceux qui veulent prescrire du béton de chanvre, parce qu'on peut le faire en sol, en toiture et en enduit,
On peut toujours le faire, mais on est dans un entre-deux où aujourd'hui, il n'y a plus de règles pro validées pour pouvoir prescrire sol, toiture et enduit. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, on peut le faire. Moi, ça m'arrive d'en prescrire à l'agence, mais on est en technique non courante. Donc, alors si vous êtes à la MAF, par exemple, Mutuelle des architectes français, c'est assez souple. L'assurabilité en technique non courante, c'est plutôt très souple. Pour des artisans, ça peut être plus compliqué. À la SMA BTP, AXA ou autre, il faut parfois faire des déclarations par chantier ou juste prévenir l'assureur. Donc là, petit point de vigilance là-dessus. Pour celles et ceux qui veulent prescrire ces applications-là, c'est toujours très pertinent, ça fonctionne, mais c'est de la technique non courante. Donc il faut éventuellement faire une déclaration auprès de votre assureur. Donc en résumé, et là, sur le gros changement de ces règles pro, c'est le domaine d'application. Le domaine d'application permet de monter plus haut à R+9, comme je vous l'ai dit, si on est en phobe. Et donc là, c'est pour ça que cette slide-là vous permet de voir le domaine d'application au travers des DTU. Donc là, j'aurais peut-être dû préciser 31, 31.2 et 31.4, ce sont les DTU de la filière bois. En fait, quand on construit en béton de chanvre, c'est la force du sujet, c'est qu'on s'est appuyé à 100% sur les DTU de la filière bois qui sont déjà en place, qui sont déjà éprouvés pour certains depuis assez longtemps, pour le 31.1 et pour le 31.2. Donc je précise, le 31.1, c'est la construction type poteau-poutre, pan de bois par exemple. Le 31.2, c'est le MOB. Ce qu'on appelle le MOB, c'est un mur à ossature bois avec un panneau de contreventement. Et le 31.4, c'est le FOB, c'est la façade à ossature bois. Donc là, c'est quand vous voulez monter généralement en plus forte hauteur, même si c'est pas indispensable. Mais c'est plutôt quand on veut faire de l'immeuble. Là, on vient venir mettre un manteau autour d'une cage, d'une structure primaire qui peut être en béton armé, en acier, en bois. C'est elle qui porte le bâtiment. Nous, on vient juste ramener des façades. Et donc, en résumé, le béton de chanvre, bah, selon que vous êtes sur ce DTU, le deuxième ou le troisième, vous pouvez monter plus ou moins haut. Là, les garde-fous, ces valeurs max, ces bornes maximales, pardon, ces bornes de maximum ont été fixées par les DTU de la filière bois. Voilà. Donc, vous vous greffez sur l'un ou sur l'autre en fonction du projet que vous souhaitez faire. Alors, une fois qu'on a dit ça sur le domaine d'application, là on revient sur le côté plutôt vraiment normatif, un peu lourd entre guillemets, mais qui a été nécessaire pour sortir ces nouvelles règles pro. Si aujourd'hui vous travaillez sur un bâtiment en béton de chanvre, type ce qu'on voit sur les images là sur la droite, donc qui va dépasser le R+3, enfin qui à partir du R+3, donc qui dépasse le R+2 plus con, donc dès que vous êtes sur de la deuxième famille par exemple en logement, vous avez l'obligation, c'est écrit dans les règles pro pour que votre décennale puisse fonctionner grosso modo, c'est s'il y a un sinistre, s'il y a une expertise, s'il y a des experts qui commencent à mettre le nez dans le dossier, ils vont forcément se référer aux règles pro et vous demander est-ce que ce point-là a été fait, c'est-à-dire d'envoyer une fiche qu'on appelle REX, fiche retour d'expérience à construire en chambre. En fait, c'est une fiche, donc vous avez les modèles qui seront en lien ici, ils sont aussi sur le site internet de l'association et en lien dans les règles pro. En fait, c'est des fiches pour dire là, ce domaine d'application supérieur à R+3. Il y en a pas non plus 36 000 en France. Il commence à y en avoir quelques dizaines, mais ça reste marginal. Du coup, le principe des règles pro, c'est de se baser sur le retour d'expérience et d'incrémenter le texte en fonction de ce qu'il fait sur le territoire. Donc, c'est hyper important sur des projets novateurs comme ça, d'envoyer ces fiches et de dire, tiens, on a rencontré telle difficulté. Il y a plusieurs questions dedans. Ces fiches ont été faites avec l'appui de la FFB, de la Fédération française du bâtiment. Et l'objectif, c'est qu'à construire en chambre, alors ça reste complètement anonymisé et surtout confidentiel, pardon. Donc il y a une clause de confidentialité dedans, etc. Et ça sert simplement pour nos échanges entre l'association et l'agence qualité construction pour dire, vous avez vu, il y a un projet R+8 qui s'est fait. Ah en chantier, à un moment ça s'est mal passé parce qu'il y a eu une pluie décennale, mais le béton de chambre a séché. Donc au final, on a juste décalé dans le planning la mise en œuvre des enduits et tout est rentré dans l'ordre. Et donc ça peut permettre dans les prochaines règles pro d'augmenter la sécurité sur le plan de gestion d'étanchéité à l'eau en phase chantier. Voilà, c'est un exemple par exemple par rapport à celui que j'ai dit plus tôt. Donc ça, c'est hyper important et vous devez le noter. Dès que vous sortez dans le domaine d'emploi à partir de R+3, il y a cette obligation d'avoir une fiche, un peu comme c'est une fiche d'autocontrôle, si vous voulez. Voilà. Qui doit être remplie par l'équipe de maîtrise d'œuvre ou par le maître d'ouvrage ou par l'artisan, en fonction de qui aura la responsabilité. Donc moi, par exemple, à titre d'exemple, ça, je le mets dans les CCTP. Et je l'indique qu'il y a cette obligation. Même si c'est écrit dans les règles pro, je le réindique dans le document de consultation des entreprises. Alors là maintenant, on va rentrer sur la partie des slides 11h40. C'est bon, je suis bien. Je fais juste un petit point timing. On rentre maintenant sur la partie moins liée au document, enfin en tant que tel, sur la partie on va dire administrative, comme ce qu'on a vu plus tôt. Là, c'est plutôt maintenant, je vous ai pris des slides des principaux points qui sont nouveaux par rapport aux anciennes règles pro
ou qui ont été renforcés. Et des principaux points, on va dire, techniques liés à de la prescription, mais surtout à de la mise en œuvre en chantier. Donc en 45 minutes, je pourrais pas tout vous dire, bien entendu, mais j'ai essayé de sortir les points un petit peu les plus taquins, on va dire, pour vous repartir avec quelque chose à vous mettre sous la dent. Donc on commence par les finitions extérieures. Donc on peut faire du bardage bois, comme sur ce projet, en extérieur sur un béton de chanvre. L'élément qui a été modifié par rapport aux précédentes règles pro, c'est que la commission prévention produit, la C2P, la Violence Qualité Construction, nous ont imposé, mais en même temps, je peux comprendre aussi, vu qu'on voulait construire plus haut, il fallait aussi mettre des garde-fous. Et donc, a été imposé d'avoir des joints fermés, c'est-à-dire qu'on peut plus avoir de bardage à claire-voie. Donc, claire-voie, hein, c'est le bardage, vraiment, on a un espace et on voit le pare-pluie entre les deux. Ce serait possible de le faire, c'est possible de le faire avec différents matériaux. Sur le béton de chanvre, si vous voulez faire du claire-voie, il faudra faire du faux claire-voie. Donc là, il y a plein de produits de bardage bois qui permettent de faire ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur ce projet-là. De mémoire, c'était un faux claire-voie. Donc voilà, c'est une petite distinction, mais du coup, c'est directement un point à prendre en compte dès l'esquisse avant-projet. Voilà, ça freine un peu les possibilités architecturales et en même temps, bon, ça reste quand même un compromis qui n'est pas non plus trop freinant, on va dire. Un autre sujet, là cette fois-ci, finition extérieure, le deuxième cas possible quand on vient habiller un béton de chanvre en extérieur, parce que le béton de chanvre, on ne le laisse jamais brut en extérieur, on vient toujours le protéger à la pluie, hein, clairement. Donc soit on fait une vêture, comme l'image qu'on a vue avant, soit on fait un enduit minéral à base de chaux. Donc là, il y a eu tout un chapitre beaucoup plus complet qui a été rédigé dans les nouvelles règles professionnelles. J'ai pas le temps, encore une fois, de vous le détailler et de vous le préciser. J'ai juste ressorti les deux points les plus importants. C'est qu'aujourd'hui, et qui sont importants et pareil, qui vont influer le trait architectural, la conception, dès le début, dès l'avant-projet, en fait, quasiment dès l'esquisse, parce que ça va avoir une incidence sur les façades que vous allez dessiner. Ces deux points, c'est quoi? C'est qu'il y a une obligation de réaliser des joints de fractionnement tous les deux niveaux. Quand on est sur le domaine d'emploi, donc DT 31, 31.2, donc là c'est quand vous voulez monter jusqu'à R plus 1 ou R plus 2 plus comble. Donc là, c'est tous les deux niveaux, comme sur l'image qu'on voit à droite. Il faudra que vous gériez une démarcation physique. Alors ça peut être un exemple, on le verra sur des retours d'expérience juste après en photo. Ça peut être un déflecteur, type les déflecteurs feu. Donc ça peut être une corniche, ça peut être une bavette métallique, ça peut être ce que vous voulez, mais il faudra que l'enduit soit discontinu, tous les deux niveaux. Donc, ça veut dire qu'il faut l'intégrer dès la conception. On peut pas avoir un aplat sur 8 niveaux d'enduit. Vous pourriez le faire, mais vous serez en technique non courante avec des risques de fissuration et détérioration prématurée des enduits. Et le deuxième sujet, c'est tous les 25 mètres carrés. Et ça, c'est pas beaucoup. 25 mètres carrés, ça veut dire que il faut, les petits traits verts que vous voyez là, il faut pareil générer des joints de fractionnement. Donc, arrêter l'enduit, un peu comme les systèmes d'ITE qu'on peut voir. On arrête l'enduit et on le reprend et donc on a un profil, on a un joint de dilatation qui va être à gérer. Alors là, il y a plein de produits, il y a plein de choses qui existent, mais il va falloir faire cette démarcation. Ce qui veut dire que les façades vont forcément être impactées par ça. Si vous avez des loggias, si vous avez des balcons filants, si vous avez des façades rapportées avec des coursives, etc., etc., votre modénature de façade va être impactée par ça. Et quand on est en FOB, donc là c'est le deuxième alinéa, là pour le coup comme on est en FOB, on va avoir le droit de monter beaucoup plus haut donc limité à R plus 8, R plus 9, là, les fameux 33 mètres. Là pour le coup c'est pas tous les deux niveaux, c'est tous les niveaux que nous avons imposé d'avoir ces déflecteurs. Alors en soi, on peut dire que c'est un frein, mais c'est un frein que dans tous les cas on aurait eu parce que si vous êtes familier des documents liés à la propagation verticale du feu, ça s'appelle notamment l'instruction technique 249. En fait, quand on fait des façades bois isolées en biosourcé, on a déjà cette obligation d'avoir des recoupements du bardage, de la lame d'air ventilée du bardage, tous les niveaux. Donc, bon, au final, c'est pas tant un frein que ça, et de toute façon, on n'a pas eu le choix, puisque pour sortir cette nouvelle règle pro, il fallait qu'on ait des points comme ça de contrainte pour montrer qu'on avait des éléments qui permettaient de sécuriser la pérennité, de sécuriser le chanvre dans le bâtiment. Alors ce sujet-là, il est lié au feu, il est lié à la pérennité des enduits pour canaliser la fissuration, et il est lié aussi à la gestion des eaux pluviales. Vous imaginez bien que si vous avez une bavette à chaque niveau, la façade du bas ne va pas ramasser toute l'eau qui défile depuis le haut de la façade. Donc c'est un peu les trois sujets.
Les immanquables. Donc là, c'est pour résumer un peu ce que vous pouvez noter dans les nouvelles règles pro. Ce qui est resté, ce qui s'est rajouté, c'est la garde à l'eau de 20 centimètres. Donc là, c'est comme dans la filière bois, c'est comme dans la filière paille. On va pas mettre du béton de chanvre directement dans le sol. On a une garde à l'eau à plus 20. On vient le protéger, le pied de mur des autres jaillissements qui peuvent avoir lieu. Donc ça, c'est obligatoire, c'est indispensable. L'enrobage, donc on est toujours sur comme en filière béton-ciment armé. On va avoir un enrobage des taurons métalliques. Là, c'est pareil, il y a un enrobage de l'ossature bois. Donc là, faut aller voir dans les règles pro. Là, j'ai pas le temps de vous le détailler, mais il y a tout ce qu'il faut dans les règles pro pour voir comment fonctionne cet enrobage. La pose des menuiseries, ça n'a pas trop changé. Elles sont toujours posées soit en tunnel, soit en applique, mais elles viennent pas être fixées dans le béton de chanvre. Attention, le béton de chanvre, c'est du non porteur. C'est un matériau de remplissage. Il se tient tout seul. Il tient les enduits, mais par contre, on lui donne, on ne lui prend aucune fonction structurelle. C'est du remplissage. Les menuiseries sont posées sur un précadre en bois, par exemple, en applique ou en tunnel, intérieur, extérieur. Là, c'est un peu comme ce qu'on veut. Ça ressemble à la pose des menuiseries en ossature bois tradie. La mise en place des réseaux, flux d'électricité, là pareil, il y a des notions dessus, mais ça n'a pas changé les précédentes règles pro. Donc c'est pareil, il y a des épaisseurs d'enrobage à respecter, que vous pouvez retrouver dans les règles professionnelles. Les températures, donc là c'est assez important. On est entre 8 et 30 degrés. Pareil pour les enduits. Alors le 8 degrés parfois peut être un peu problématique par rapport au planning dans certaines régions de France. Donc là je pense à l'est hein, notamment où on va avoir des températures négatives plus importantes en hiver. Bah, c'est un point à prendre en compte. Il y a des moments où peut-être que le béton de chanvre, on ne pourra pas le mettre en œuvre en plein mois de février si on sait qu'on va avoir -10 pendant 4 semaines d'affilée. Bon voilà, j'exagère un peu, mais c'est quand même un sujet quand il est mis en œuvre, attention, en projection ou en branchage sur site. Si vous faites de la préfabrication, là c'est filière sèche, il n'y a plus de sujet. Ce sujet-là, il saute. Voilà. Et après le temps de séchage, voilà, vous pouvez retenir aussi, c'est une question qui revient souvent lorsqu'on est en filière humide, donc le béton de chanvre va être projeté sur chantier. Combien de temps je dois attendre avant de pouvoir faire une finition dessus, finition donc enduite par exemple? Eh bien, il y a une durée de 21 jours minimum qui est demandée, 3 semaines. En réalité, sur chantier, retour d'expérience là plutôt avec ma casquette archi, il se passe jamais 3 semaines avant qu'on fasse un enduit sur un béton de chanvre. En général, vous allez avoir les corps d'état second œuvre qui vont arriver, le plaquiste, le doublage, l'échappe, etc. En vrai, les enduits, on les fait en général, que ce soit intérieur ou extérieur, on va les faire 2 mois après la mise en œuvre du béton de chanvre. Donc voilà. Donc c'est généralement pas un sujet sur le planning. Un petit point sur les coffrages perdus. Là, je pense que ça peut en intéresser plusieurs, notamment quand vous faites de la FOB. Donc là, vous avez un exemple sur la droite d'une projection sur un fond de coffrage. C'est un panneau à particules de bois perspirant d'une certaine marque qui a été utilisé. Dans les nouvelles règles pro, si vous faites ça, c'est possible, à condition d'avoir un SD inférieur à 2,5. Donc là, c'est plutôt des parois, des panneaux perspirants à base de gypse ou à base de particules de bois ou autres. On a laissé ouvert parce qu'on sait qu'il y a des structures type canis, fond de coffrage type en canis, donc c'est du bambou ou en roseau qui peuvent être utilisés. Ça fonctionne très bien. Mais alors, si vous prenez un panneau comme cette image-là, qui pourrait avoir des vertus contreventantes, à partir du moment où il sert de fond de coffrage, et donc il peut reprendre une partie d'humidité du béton de chanvre projeté dessus, on fait fi, théoriquement, de son côté contreventant. Donc ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte. Si vous faites du mob, du mur à ossature bois, ça veut dire que vous pouvez pas utiliser, il peut pas avoir les deux fonctions, fond de coffrage et contreventant. Ça peut être un frein parfois. Enfin, aujourd'hui, par rapport aux précédentes règles pro, ça peut être un frein parce que bah, certes, il faut trouver un subterfuge avec un autre coffrage intermédiaire entre les deux. Voilà. Ça, c'est un point qui a été rajouté à la demande, bah, pareil, de la C2P que je trouve pas déconnant, plutôt intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas, moi j'ai pas on n'a pas fait de mesures d'études qui montrent que le panneau garde bien ses propriétés ou alors il les perd pendant quelques temps et il les récupère après. On n'a pas la réponse. On sait que ça fonctionne très bien sur le retour d'expérience depuis plus de 20 ans, mais on n'a pas la garantie que il reprend pas suffisamment d'humidité. Donc dans le doute, il y a cette phrase qui a été rajoutée. Voilà, et maintenant, là, on va passer sur, parfait, 49, on passe sur des retours d'expérience, donc des exemples de projets qui sont dans le nouveau domaine d'emploi. Donc, vous avez ici un peu de tout. Des bâtiments qui sont d'ailleurs réalisés et livrés depuis bien avant la sortie des règles pro. Si on prend l'exemple de North by Northwest et d'LM Ingénieur sur la gauche ici de l'image, ça c'est un bâtiment qui de mémoire a dû être livré en 2014-2015, donc il a passé la décennale. Les règles pro n'existaient pas à l'époque, donc on étaient en technique non courante. Néanmoins, c'est hyper intéressant parce qu'on retrouve les garde-fous
qui était déjà présent parce que l'équipe de maîtrise d'œuvre et avec l'architecte et les bureaux d'études étaient plutôt bons, on va dire, hein. C'est-à-dire qu'ils avaient anticipé les points de vigilance naturellement. Et donc, on retrouve des bavettes, des coupures, là, tous les deux niveaux. On retrouve aussi, comment ça s'appelle, une mode nature à pan de bois. Le pan de bois ici est hyper intéressant parce qu'il permet de fixer des garde-corps, de gérer les gouttes d'eau sur le dessus au niveau du tableau. Donc voilà, il y a plein de petits éléments qu'on retrouve maintenant dans l'univers de Pro qui sont devenus la norme. Et c'est ces bâtiments-là qui ont permis qu'on ait une norme derrière maintenant pour pouvoir encadrer la construction en béton de chanvre. Là, vous devez avoir un exemple cette fois-ci sur un ERP troisième catégorie, donc on n'est plus sur du logement. Donc là, c'est un centre commercial, ce sont des cellules commerciales isolées par l'intérieur en béton de chanvre, et on voit un petit point intéressant, on voit une ossature métallique. Donc le plaquiste là, on fait venir l'électricien toujours en avance sur le chantier. Il passe ses goulottes, ses pieuvres, etc. Dans l'ossature bois pour qu'on puisse les noyer dans le béton de chanvre. Et là, ici, on avait fait venir le plaquiste avant. Et en fait, les rails ici ont permis à l'entreprise de béton de chanvre, en fait, de régler la planéité et la bonne épaisseur d'enrobage. Donc, ça a servi de deux choses, un peu comme un coffrage perdu qui a plusieurs fonctions. Les rails ont plusieurs fonctions. Et comme c'est un centre commercial, article AM8, règlement sécurité, un écran feu rajouté sur le béton de chanvre. Donc, ça permettait de fixer une plaque par flamme 15 minutes dessus après. Donc ce bâtiment-là, aujourd'hui, est en technique courante. On peut le faire euh, sans souci dans le cadre des règles pro. Là, vous avez un autre exemple de projet dont je reviens ce matin, là, juste avant de me connecter. C'est pour ça que j'étais un petit peu en retard. Ça, c'est le projet Matera à Nantes. Donc c'est un des premiers bâtiments, cette fois-ci en façade préfabriquée. Donc là, on voit les panneaux préface sur la gauche en face chantier avec les déflecteurs. Alors pareil, on avait anticipé avant les règles pro. Vous voyez que les aplats d'enduit sont réservés sur des trumeaux qui font moins de 25 mètres carrés. On a des déflecteurs à tous les niveaux qui participent au C+D, mais aussi au non-ruissellement de l'eau pluviale de façade, enfin de niveau à niveau. Vous voyez sur la droite le projet fini avec ses déflecteurs, les menuiseries, etc., etc. Et juste derrière moi, derrière le cadre de la photo, vous avez une émergence en R+6. Donc on est dans le nouveau domaine d'emploi des règles pro. Voilà, et j'ai bientôt fini, puis après on pourra passer aux questions. Donc là, je vous ai mis là, pour celles et ceux qui vont récupérer la présentation, vous avez les liens vers les formations Construire en chambre. Alors, tu en as déjà parlé Thomas, là, pour la formation Pro Chambre, donc sur le site d'Ecopolis. Vous avez ici une autre formation qu'on dispense auprès de Construire en chambre, qui est en fait la version agrandie de ce que je viens de vous faire. C'est une petite formation en ligne pour comprendre l'RP3 avec tous les points, le jeu des 7 erreurs, l'avant-après, des retours d'expérience projet, des visites virtuelles de projets en béton chanvre, etc. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez suivre cette petite formation qui permet aussi d'avoir une attestation de suivi derrière qu'on peut présenter lors des architectes, etc. Et puis vous avez les formations en présentiel sur la droite là, qui s'appellent maintenant les ProChanvre. Ces formations, je le répète, elles sont en théorie obligatoires dans le cadre des nouvelles règles pro. Il faut être assuré, il faut qu'il y ait une personne de l'équipe de maîtrise d'œuvre et une personne aussi au moins une personne côté artisan qui ait suivi une formation ProChanvre certifiante, qualifiante, pardon, qualifiante. Pour aller plus loin, et là j'aurai fini, pour que vous soyez au courant de ce qu'il nous reste à faire, et je vais aller assez vite, on va surtout regarder le point numéro 3. Donc là, il y a des essais plus battantes qui vont bientôt être menés, complémentaires. Donc essais plus battantes, on arrose la façade, on regarde ce qui se passe dans le sature bois, etc. On a des études sur la migration, comment on appelle ça? Pardon, ouais. Alors attendez, je vais aller plutôt sur. Je peux pas. Est-ce que vous voyez ma souris ou pas, Thomas? Ah Oui, oui, c'est oui. bon, ok. Alors regardez plutôt, vu qu'on a plus beaucoup de temps, surtout sur cette partie-là. On va aller à l'essentiel. Les trois points ici. Les prochains objectifs, c'est de sortir les règles professionnelles toiture, enduit, mortier de chanvre, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui c'est la technique non courante. Et il faudrait que ça repasse en technique courante. C'est le projet de recherche et développement qui s'appelle Nécessité. Là, c'est sur l'ITE. Aujourd'hui, si vous voulez faire de l'ITE béton de chanvre, moi, je fais partie des convaincus. Je suis sûr et certain qu'un manteau en béton de chanvre sur un bâti existant a une pertinence extrêmement forte. Seulement, c'est en technique non courante. Donc là, on est en train de rédiger un cadre pour encadrer cette construction-là. Et le dernier point important, même s'il y en a encore d'autres, c'est un projet qui s'appelle Pythagore. Et là, c'est le nerf de la guerre, c'est d'essayer de faire en sorte qu'une bonne fois pour toutes, les performances hygrothermiques des bétons de chanvre soient pris en compte. Donc qu'on soit pas que sur le lambda, mais qu'on puisse enfin dire que en fait ça sert à rien de tartiner des épaisseurs énormes de béton de chanvre sur du bâti ancien. On arrive à avoir des performances géniales juste avec 10-12 cm parce qu'il y a de la régulation de l'humidité, parce qu'il y a des chaleurs latentes de changement d'état, parce que on a un matériau qui fonctionne un peu comme une climatisation, comme une pompe à chaleur naturellement.
Voilà, et il est 55, j'en ai Merci. fini. Merci beaucoup, Quentin. Je vais peut-être, il y a une question, c'est les règles pro version 3 sont-elles bien applicables? À leur sortie, il était question de réserve qui les rendait encore temporaires. Oui, 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 non, c'est bon, là, elles sont bien applicables. Il y a ce qu'on appelle juste une clause de revoyure, mais ça concerne que, on va dire, l'association Construire en Champ, ses membres et l'agence qualité construction. C'est-à-dire qu'on doit fournir, d'ici, bah là, ça va être normalement en décembre, il sort, on doit fournir un carnet de détails mis à jour. Donc, oui, ce qui sera public, hein, encore une fois, vous pourrez, j'en ai pas parlé là, mais du coup, ça me permet d'en parler, c'est une très bonne question. D'ici quelques mois, normalement fin d'année, il y aura un nouveau carnet de détails qui concernera des détails sur le nouveau domaine d'emploi. Donc vous aurez des détails sur des immeubles troisième famille, avec comment je gère les joints de fractionnement, comment je fais un ERP, comme je montrais tout à l'heure, des points comme ça, un peu de détails divers et variés. Mais voilà, à part ce point, mais ça c'est plutôt un point en interne. Sinon, non, les règles pro, elles sont applicables maintenant. Après, faut pas se leurrer, les retours qu'on a sur le terrain, et puis que je peux vivre aussi, c'est que il y a toujours cette notion d'interlocuteur, que ce soit l'assureur, le maître d'ouvrage, le bureau de contrôle, ou même parfois le co-traitant architecte ou autre qu'il faut convaincre. Il peut toujours y avoir des réticences, même si c'est écrit noir sur blanc qu'on peut monter jusqu'à 28 mètres. Bah, il faut parfois jouer un petit peu des coudes ou apporter des justifications complémentaires pour arriver à faire passer tel ou tel bâtiment. Très bien, merci. On nous demande aussi laquelle des deux formations est obligatoire, formation RP3 en ligne ou ProChambre? Alors, le obligatoire au sens de ce qui est inscrit dans les règles professionnelles, c'est celle du milieu, donc c'est la ProChambre, qui s'adresse aujourd'hui donc aux artisans ou aux maîtres d'œuvre. Alors, je dis obligatoire entre guillemets, dans le sens où c'est écrit dans les règles pro qu'il faut avoir suivi une formation pour être assuré. Maintenant, ça concerne surtout les artisans, il y en a beaucoup qui arrivent à se faire assurer en VAE, en validation d'acquis d'expérience, parce qu'ils disent, et c'est vrai, hein, ça fait 30 ans que je fais du béton de change, j'ai eu zéro sinistre, je vais pas m'embêter à aller faire une formation, machin, machin. Donc c'est des cas qui peuvent se produire, mais sinon, ouais, c'est celle-ci qui est obligatoire. Celle-là, on va dire que c'est un complément qui vous donne aussi une attestation, mais elle est pas obligatoire, enfin, elle n'est pas citée dans les règles professionnelles. Et ceux qui avaient fait enfin, des formations chanvre avant la mise à jour, est-ce qu'ils doivent refaire une formation? Alors, qu'est-ce qu'on avait dit là-dessus? J'ai pas la réponse. Je préfère pas dire de bêtises et que tu puisses refaire une publication là-dessus plus Ça tard. marche. Je ne sais plus ce qui avait été statué et ce qui avait été écrit. Donc là, je veux pas dire de bêtises si Ok. c'était oui ou non. De mémoire, non, c'était pas obligatoire parce que bah c'est comme ça. Voilà, ça s'est produit comme ça dans la temporalité. Mais je veux pas dire de bêtises. Il me semble que c'était pas obligatoire. On nous demande aussi, qu'en est-il des blocs de béton de chanvre type ISOEMP avec ses règles? Ouais, alors là, ça sort des règles pro. Donc moi, je vous ai surtout parlé de ce sur quoi on travaille dans l'association de construire en chambre, et c'est principalement les filières préfa grande dimension et la projection ou le banchage en béton de chambre. Les blocs, eux, d'un point de vue assurabilité, soit c'est de la technique non courante, et c'est des recommandations fabricants, parce qu'on peut avoir, moi j'ai des artisans pas très loin de chez moi, à l'Atlantique, qui font eux-mêmes leurs blocs. Bah voilà, ils sont en technique non courante et ils essaient de garantir les choses et de se faire assurer avec leur assureur. Ça, c'est un cas isolé, on va dire petite taille. Et après, les plus gros, comme celui qui a été cité, donc c'est-à-dire ISOEMP, vous avez aussi Biosys, eux, en fait, ils ont choisi de passer par la vie technique. Vu que c'est de la préfabrication, donc c'est plus facile à normaliser à sortie d'usine. Et donc là, c'est des avis techniques qui encadrent ces mises en œuvre-là. Et donc, il y a, alors j'ai pas les domaines d'emploi précis en tête, mais on peut faire du bâtiment aussi d'une certaine taille, hein. Le bloc est très très pertinent. C'est la filière sèche. Donc voilà, et en général, à la fin, on a quasiment le même béton de chanvre que certains couples liés en granulat, certains bétons de chanvre qu'on a dans le cadre des règles professionnelles. C'est juste que c'est du bloc, donc c'est de la préfa de petits éléments. Voilà, donc la mise en œuvre est différente et c'est un avis technique qui encadre ça. Ok. Dans l'attente des conclusions du programme Pythagore, quel lambda devons-nous considérer pour du béton de chanvre en remplissage de FOB ou MOB ou en doublage? Ouais, bah là, alors là, il y en a plusieurs possibles parce qu'il y a plusieurs bétons de chanvre et même il y a même beaucoup de bétons de chanvre parce qu'il y a il y a les lambdas donnés par les fabricants de blocs, il y a les lambdas donnés sur les bétons de chanvre projetés et comme il y a plusieurs densités de béton de chanvre en fonction qu'on travaille avec tel ou tel fabricant, en fait, il y a plein de lambdas. Donc du coup, là, il faut demander au fabricant. Il y a une valeur tabulée qui existe, qui est en général prise à 0,09. C'est la valeur tabulée, donc qui est entre guillemets, c'est la valeur la moins bonne. Et après, chaque fabricant
Synthastiate, Radical, Socli, je sais pas, Vika, les ISOM qui a testé tout à l'heure, etc. Chacun va ou ne va pas faire, d'ailleurs, il y en a qui l'ont pas fait, une étude pour faire caractériser le lambda de son matériau. Donc le lambda de mémoire le meilleur aujourd'hui sur le marché, le meilleur entre guillemets, c'est 0,066, ce qui permet, alors oui, on va dire par rapport à une GR32, une laine de verre, c'est le double, sauf que là, le béton de chanvre sur les projets que j'ai montrés, notamment en neuf, on en met en monomasse, donc on va avoir des murs qui font 30-35 cm d'épaisseur en général. Du coup, ça nous permet largement de passer la réglementation sans souci. Sachant que, et là donc c'est le projet plutôt Pythagore sur l'hygrothermie, le lambda réellement en toute franchise, et c'est scientifique ce que je vais vous dire, on s'en moque complètement. En fait c'est une donnée qui est complètement non pertinente pour caractériser un matériau comme le béton de chanvre, mais c'est presque le même sujet aussi pour la terre crue, pour la paille, pour tous les matériaux qui ont une certaine porosité, perméabilité à la vapeur d'eau. En fait le lambda dans le béton de chanvre il fait ça tous les jours en fonction des humidités extérieures, intérieures, etc. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt l'association entre la thermique et l'hygrométrie. Et ça, aujourd'hui, c'est pas pris en compte dans les moteurs de calcul et c'est pas réglementaire. Mais j'espère que ça va venir d'ici quelques années avec ces programmes de recherche. Autre question sur le terre-chanvre. Les règles professionnelles couvrent bien le béton de terre-chanvre, à condition d'avoir plus de chaux que de terre dans le liant. Non, alors non, les règles pro, alors ça j'aurais bien aimé, et on a essayé de le faire passer. Dans les nouvelles règles pro, elles sont rédigées comme un DTU. Donc c'est-à-dire que vous avez une partie technique, prescriptive de comment je mets en œuvre, etc. Et à la fin, vous avez un CGM, un cahier, les critères généraux de choix des matériaux. Et donc dans cette partie-là, vous avez la description de tous les matériaux qui constituent le béton de chanvre. Donc l'eau, la chaîne vote qui doit être sous label, etc. Donc le chanvre et le liant. Et dans le liant, il y a plusieurs liants possibles. Il y a des liants à base de ciment, des bases de ciment prond naturel, à base de chaux aérienne, etc. Et on avait rajouté à base d'argile pour faire une ouverture. Et c'est pas passé. Ça a été vu tout de suite. Et parce qu'en effet, il y a des bétons de terre chanvre, stabilisés ou non avec un liant hydraulique, qui permettent d'avoir les valeurs seuil de performance mécanique seuil qui sont exigées dans les règles pro. Néanmoins, c'est pas passé parce que l'argile, ça fait peur à beaucoup de monde d'un point de vue caractérisation. Et donc voilà, c'est pas passé dans les règles pro. Donc les règles pro, non, ne visent pas le liant à base d'argile. Vous serez en technique non courante. Ce qui veut pas dire que c'est pas possible d'en faire, hein, mais c'est de la technique non courante. Merci. Je vais faire encore quelques questions. Vas-y, vas-y. Est-il possible de réaliser des enduits de finition extérieure au plâtre ou à la chaux aérienne? Alors, dans le cadre des règles pro, si on prend le chapitre enduit, la seule chose que nous avons eu le droit de faire passer, quand je dis nous, donc c'est la filière chanvre, c'est des finitions minérales enduites, enduites, pardon, à base de chaux. Et je vais regarder en même temps, je suis pas sûr que le document soit suffisamment souple pour qu'on puisse avoir d'autres matériaux que de la chaux et du sable. Je sais pas. Mon partage d'écran est toujours affiché là? Oui. Ouais, là-dessus, toc, je vais vérifier tout de suite en direct, mais à mon avis, la partie enduit recouvert côté extérieur d'un enduit chaussable. Non, on a limité dans le cadre des règles pro par un enduit chaussable. Je sais qu'il y a d'autres enduits, d'autres mortiers d'enduit qui peuvent fonctionner, mais dans le domaine d'emploi, c'est bien écrit mortier chaussable pour l'instant. Ça fait partie des points qu'il faudra qu'on fasse évoluer dès qu'on le pourra. En fait, l'idée de ces règles pro, c'est que l'avantage, c'est qu'on pourrait quasiment les faire évoluer tous les ans si on en avait les moyens financiers et puis le temps à passer, parce que c'est des commissions, des réunions, des tout ça. Vous imaginez bien, mais l'idée c'est d'incrémenter le document avec les points qui manquent. Donc là, on a parlé du liant à base d'argile. Il y a beaucoup de R&D, beaucoup de choses qui se font sur le terre-chanvre ou le terre-chaud-chanvre. Il y a les enduits extérieurs à base de plâtre chaud qui fonctionnent aussi super bien. Notamment, il y a des retours d'expérience en région parisienne. Donc oui, mais là, de ce que je vous dis, non, on est sur un liant à base de chaud. Question formation. On a un architecte qui démarre son activité et il nous demande quel risque prend-on à prescrire du béton de chanvre et de l'isolation paille sans avoir suivi les formations pro? Quel risque prend-on après sur le béton de chance d'avoir suivi les formations pro? Bah, c'est toujours pareil,
Tant que ça se passe bien, alors ça dépend. Si on est dans un marché, par exemple un marché public, vous avez une équipe de maîtrise d'œuvre qui a créé des documents de consultation type CCTP dans lesquels ils ont cité les règles pro comme ouvrage de référence. Comme dans les règles pro, c'est écrit qu'il faut que l'entreprise soit formée, par exemple. C'est-à-dire que si l'entreprise qui répond dans son dossier administratif, elle n'a pas l'attestation comme quoi elle a fait la formation, et ben du coup son dossier peut être rejeté par les critères de notation qu'on va mettre sur la technique, sur la validité financière, etc., etc. Il peut être rejeté, sa candidature peut être rejetée. Après, sur des projets type, je sais pas, maison individuelle, où on est en consultation directe, on est en marché privé, en soi, c'est de la responsabilité d'un commun accord entre la maîtrise d'œuvre et l'entreprise. Au moment où la passation de l'appel d'offres se fait, ensuite le chantier se fait, peut-être que l'entreprise sera super bonne, le maître d'œuvre était super bon, tout se passe bien. Il y a un sinistre 5 ans après qui a peut-être rien à voir avec le béton de champ. Je sais pas, il y a une étanchéité qui est percée en toiture parce qu'il y a des oiseaux qui ont fait des trucs et ça a bouché. Enfin bref, il y a un sinistre. Les experts arrivent, celui de l'entreprise, celui de l'archi, celui missionné par la dommage ouvrage. Ils vont tout regarder parce qu'ils ont un devoir de tout regarder. Ils vont éplucher tous les dossiers. S'ils sont pas mauvais, ils vont demander les attestations de formation des personnes qui étaient là. Si ni le maître d'œuvre et ou ni l'artisan n'était formé, bah clairement, je suis expert, je mets un feu rouge, je mets un drapeau rouge là-dessus, quoi. Et le béton de chanvre qui aura peut-être rien à voir dans le sujet, ça se trouve, ça va être un point en plus qui va discriminer l'entreprise ou le maître d'œuvre. Donc en soi, c'est toujours pareil, quoi. Tant que tout se passe bien, ça va. Et puis le jour où ça se passe mal, bah on est content de cocher toutes les cases, quoi. Vu qu'on est dans un pays qui est quand même extrêmement procédurier, voilà. C'est voilà ce que je peux dire. Merci. Allez, on va faire encore deux questions. Est-ce qu'il existe des solutions applicables en quatrième famille, plancher supérieur à 28 mètres, ou dont on pourrait imaginer des extensions d'autorisation vis-à-vis du chantier? Alors pouvoir aller plus haut que 28 mètres, c'est ça? C'est ce que je comprends, ouais. Ouais, et bah après là oui, on arrive sur de l'IMH, quoi, de l'immeuble de moyenne hauteur. Du coup, à ma connaissance, il n'y a pas de retour d'expérience sur le territoire, donc il n'y a personne qui soit amusé entre guillemets quand il maîtrise l'entreprise à aller aussi haut. En tout cas sur le territoire français. À l'étranger, c'est différent. Il y a quelques retours d'expérience à ma connaissance, mais en France, il y en a pas. Du coup, là, on serait en technique non courante. Donc là, quand on arrive à cette altitude-là, je suis moins familier de ce qui va être imposé par les différentes réglementations, mais c'est clair et net que par exemple les pressions de vent, dynamique de vent et la pluie battante va pas être la même. Les contraintes incendie vont pas être les mêmes non plus. Donc si tout le monde était positif, le bureau de contrôle aussi, l'assureur aussi, en soi ce serait possible, mais avec des garde-fous encore supérieurs que je ne connais pas aujourd'hui. Ça marche. Et une dernière, c'est quel est l'impact carbone de ce type de matériau? Alors là, vous pouvez, pareil, on n'a pas eu le temps. Donc là, faut aller sur. Alors c'est pareil, c'est un peu comme le lambda. Il y a un pack carbone, un pack carbone. Mais on va dire, si on veut répondre rapidement, il y a la base INES, base-ines.fr. C'est là où vous retrouvez toutes les fiches F2S, les fiches déclaratives environnementales et sanitaires qui concernent les matériaux de construction. Alors presque tous pour ceux pour les filières qui les ont. Et donc, vous tapez chambre et là, vous allez retrouver, bah, il y en a de mémoire, il y en a une vingtaine, 20, 25 peut-être. Donc, il y a des FDES sur la laine de chambre, il y a des, pour les industriels qui sont allés faire cette démarche, parce que ça coûte quand même assez cher, de faire des FDES. Et puis, il faut en faire une pour chaque produit. Vous avez des FDES de différents, industriels qui font du béton de chanvre. Vous avez une FDES pour le terre-chanvre aussi, de mémoire. Vous avez des FDES pour des corrections thermiques en béton de chanvre. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Pour du béton de chanvre préfabriqué aussi. Et donc là, vous retrouvez pour les blocs de chanvre, pareil aussi. Et donc là, pour chacune, bah, vous avez les valeurs carbone. Et ça aussi, bon là, ce sera une petite parenthèse rapide, mais tout devrait être du même ordre de grandeur. Et en fait, ça oscille parce que comme c'est des fiches déclaratifs, et que c'est un peu comme une étude thermique, on va dire, hein. Voilà, vous donnez le même cahier des charges à deux thermiciens et vous allez avoir à la fin deux études RF 2012 ou RE2020 qui sont différentes. Bah, sur la F2S, c'est un peu pareil, quoi. Donc, il y a des très bonnes valeurs, il y a des valeurs qui sont proches de zéro, des valeurs qui sont un peu plus élevées, autour de 12 kilos, pour 30 centimètres d'épaisseur. Donc, voilà, alors que parfois c'est les mêmes produits, c'est juste que ça n'a pas été fait au même moment par les mêmes personnes. Donc globalement, non, c'est pertinent. Par contre, parenthèse dessus, c'est compliqué pour tous les biosourcés parce que il y a eu une évolution de ces FDES. On est passé sur l'amendement dit A2. La partie carbonogénique, c'est le carbone qui est stocké par photosynthèse, est beaucoup moins bien pris en compte depuis cette mise à jour, ce qui fait que toutes les filières pétrochimiques minérales ont stagné et les filières biosourcées, bois, paille, etc., sont remontées. Et donc là,
Qu'est-ce qui se passe si demain vous devez démonter un bâtiment en béton de chanvre pour X ou Y raison? Ben, on prend le béton de chanvre et vous m'entendez toujours? Je vois que ça a coupé. Oui, il y a un petit moment de... Ok. Donc, fin de vie du béton de chanvre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Si demain je dois démonter le béton de chanvre qui est derrière moi, là, dans l'image juste derrière moi, il y a du béton de chanvre dans nos bureaux là, avec un enduit-terre. Et ben, la FDS m'impose quoi? Elle me dit, tu prends le béton de chanvre, tu l'amènes dans une déchetterie, dans le tout venant. Donc, sans technique d'enfouissement de classe 2, tout venant avec le plastique, le polyuréthane, tout ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de filière de tri et de concassage et de recyclage du béton de chanvre, alors qu'on sait qu'on peut le faire. Et donc, dans la FDS, on est hyper pénalisé là-dessus. Mais c'est pas que la filière chanvre, hein, c'est aussi d'autres filières biosourcées. Parce qu'il n'y a pas la filière de fin de vie. Pourquoi? Parce que le béton de chanvre, comme la paille et les autres, ça représente 0,001% de la construction. Et donc, qui va dépenser des millions et des millions pour créer des usines de recyclage alors qu'il n'y a pas il y a rien à recycler aujourd'hui puisque les bâtiments n'ont pas été démolis. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, F2S, oui, ça fonctionne. Le bilan carbone, il est tout à fait correct et il permet de faire des façades ossature bois qui sont hyper vertueuses. Maintenant, à prendre avec des pincettes, c'est pas le critère forcément le plus important, à mon sens. Très bien. Et je vais vraiment faire une dernière parce que normalement, après, je pense que j'aurais quasiment posé toutes les questions. On a une question Super. sur la mise en œuvre en ITI, en Ouais. rénovation du coup. Est-il possible de mettre en œuvre du béton de chanvre dans le cas d'un bâtiment semi-enterré d'environ 50 centimètres? Alors, c'est possible, mais ça dépend. Et donc là, faudrait vraiment. Donc là, c'est ce qu'on voit en formation pro-chanvre, notamment quand on aborde la partie bâti ancien. Ça, c'est un cas particulier qu'on aime bien dessiner, en tout cas avec les formateurs avec qui je suis en binôme artisan et qui présentent cette partie-là. C'est le cas typique. Ouais, j'ai un mur semi-enterré. Parfois, c'est des murs qui vont être plutôt sains. Donc là, il y a vraiment une analyse du support à faire, comme pour tout type de matériaux qu'on viendrait mettre en ITI. Donc, est-ce qu'il ruisselle? Est-ce qu'il y a du salpêtre? Est-ce qu'il y a des remontées capillaires? Est-ce qu'il y a une zone de marnage qui est plus ou moins élevée, etc., etc. Donc, il y a tout un diagnostic à faire. Et derrière, la plupart du temps, quand même, parce que là, je suis enregistré, donc je veux pas dire que on peut le faire. La plupart du temps, on va pas le faire. Les règles pro l'interdisent pas, hein, parce qu'elles disent il y a un diagnostic. Elles disent ce que je viens de dire grosso modo. Dans certains cas, ça pourrait être possible, mais la plupart du temps, on ne le fait pas et on va plutôt privilégier des solutions, des bloqueurs de remontée capillaire. Donc, il y a des traitements, des enduits type pouzzolanique ou autres, qui vont permettre de bloquer l'arrivée des sels. Et on va plutôt privilégier des matériaux biosourcés, type par exemple un chauliège, qui va lui présenter un caractère imputrécide plus important sur cette partie sous-bassement. Un chauliège, ça peut être aussi un chaud pouzzolane par exemple, les deux vont présenter caractéristiques de correction thermique. Et après par-dessus, au-delà de la zone concernée, on repart en béton de chambre et ensuite on a un enduit de finition qui vient homogénéiser tout ça. En général, c'est ce qu'on voit le plus souvent en bâti ancien. Très bien. Bah écoute, merci en tout cas, Quentin. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Je ne sais pas si toi, on peut t'envoyer un mail ou passer par Construire en Chanvre. Hmm. Pour voilà, toute information supplémentaire. Dans les actus, donc vraiment merci Quentin. Donc vous avez un De webinaire rien. le 23 octobre, c'est ça? Oui, c'est ça. Jeudi 23 octobre. Et nous, la prochaine session pro-chanvre en Île-de-France, en tout cas, ce sera en février 2026. Vous avez toutes les infos en ligne. Merci aussi à mon collègue Nicolas pour ton aide pendant ce webinaire. Vous allez avoir un replay du coup du webinaire assez rapidement avec aussi le support de présentation. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre newsletter, à adhérer aussi à Ecopolis. C'est ce qui nous permet de continuer à faire ce type d'événement aussi. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter, Quentin. Non, moi c'est bon, j'ai mis un petit commentaire dans le chat et pour te souhaiter bonne journée à tout le monde et puis bon appétit. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir.